Et si je vous disais que votre destin financier ne commence pas à 30 ans, ni à 20 ans, mais bien plus tôt? Et si, avant même votre premier salaire, votre cerveau avait déjà programmé votre rapport à l'argent? Selon Tony Robbins, les décisions invisibles que nous prenons dans l'enfance façonnent notre avenir financier. Ce que vous avez vu, entendu et ressenti à propos de l'argent influence encore vos choix aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait complètement transformer votre futur financier. Leçon 1. Votre histoire avec l'argent commence dans l'enfance. Lorsque nous parlons d'argent, nous avons tendance à penser immédiatement aux chiffres, aux comptes bancaires et aux stratégies d'investissement. Pourtant, la véritable genèse de votre vie financière ne se trouve pas dans un fichier Excel, mais dans la cour de récréation de votre enfance, ou plus précisément, autour de la table de cuisine de vos parents. Entre 0 et 7 ans, le cerveau d'un enfant est dans un état d'hypnose quasi permanent, opérant principalement sur des ondes cérébrales θ. Cela signifie que vous étiez une véritable éponge, absorbant sans filtre critique tout ce que vous voyiez et entendiez. Vous n'aviez pas encore la capacité de discerner si les affirmations de vos parents étaient des vérités absolues ou simplement le reflet de leurs propres peurs et limitations. C'est durant cette période critique que s'est écrit ce que les psychologues financiers appellent votre scénario financier. Ce scénario est une collection de croyances implicites qui agissent comme un système d'exploitation invisible. Si vous avez grandi dans un foyer où l'on répétait constamment que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que les riches sont des voleurs, ces idées ne sont pas restées de simples phrases en l'air. Elles se sont cristallisées en vérité neurologique. Votre jeune cerveau a associé l'argent à la rareté, à la difficulté, voire à la moralité douteuse. Par conséquent, en tant qu'adulte, même si vous désirez consciemment la richesse, votre inconscient peut la rejeter parce qu'il a été programmé pour croire que devenir riche équivaut à devenir une mauvaise personne. Il est fascinant d'observer comment la loyauté familiale invisible joue un rôle dans ce processus. Inconsciemment, un enfant souhaite rester loyal à son clan pour assurer sa survie et son appartenance. Si votre famille a toujours lutté financièrement, réussir brillamment peut être ressenti à un niveau très profond et irrationnel, comme une trahison envers vos parents. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes qui gagnent au loto ou qui connaissent un succès soudain finissent par tout perdre. Leur thermostat interne les ramène à la zone de confort familière, celle du manque, car c'est là qu'ils se sentent chez eux et fidèles à leur histoire familiale. Analysez les souvenirs spécifiques de votre enfance. Rappelez-vous les tensions palpables lorsque les factures arrivaient. Rappelez-vous les regards échangés par vos parents lorsqu'il fallait demander un prêt. Ces moments, chargés d'émotions, ont marqué votre amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau. Aujourd'hui, lorsque vous devez négocier un salaire ou investir en bourse, cette même zone du cerveau s'active, réveillant une anxiété qui n'appartient pas au présent, mais au passé. Vous ne réagissez pas à la situation actuelle, vous réagissez aux souvenirs émotionnels de l'impuissance de vos parents face à l'argent. Ces programmes mentaux définissent également votre rapport au risque. Si vous avez vu vos parents épargner chaque centime par peur du lendemain, vous développerez probablement une aversion excessive au risque, préférant laisser votre argent dormir sur un compte qui ne rapporte rien plutôt que de l'investir, car l'investissement est perçu comme un danger et non comme une opportunité. À l'inverse, si l'argent était un sujet tabou ou source de conflits violents, vous pourriez développer un comportement d'évitement, dépensant tout ce que vous gagnez immédiatement pour vous débarrasser de cet objet de stress. L'argent brûle les doigts parce qu'il brûlait l'ambiance à la maison. Comprendre que votre histoire financière a commencé bien avant votre premier salaire est la première étape vers la libération. Il ne s'agit pas de blâmer vos parents. Ils ont fait de leur mieux avec les programmes qu'ils avaient eux-mêmes hérités de leurs propres parents. Il s'agit de voir la chaîne de transmission. C'est un héritage transgénérationnel de croyances limitantes. Tant que vous ne prenez pas le temps d'auditer ces croyances, vous êtes condamné à les revivre en boucle. Vous pensez faire des choix libres,
mais vous ne faites qu'exécuter un code informatique écrit il y a des décennies par des gens qui vivaient dans une autre époque et une autre réalité économique. La réécriture de cette histoire demande du courage. Il faut oser questionner les phrases cultes de votre famille. Est-il vrai qu'il faut souffrir pour gagner sa vie? Est-il vrai que l'argent corrompt? En remplaçant ces vieilles narrations par de nouvelles vérités choisies, comme « l'argent est un outil de liberté » ou « je peux faire le bien avec ma richesse », vous commencez à reprogrammer votre esprit. C'est un travail de jardinage mental. Il faut arracher les mauvaises herbes semées dans l'enfance pour planter les graines de la prospérité adulte. Ce n'est qu'en changeant la racine, vos croyances d'enfant, que vous pourrez changer les fruits, vos résultats financiers d'adulte. Leçon 2. Les émotions dominent la logique. L'une des plus grandes illusions de la finance moderne est de croire que l'économie est une science purement rationnelle, régie par des graphiques et des calculs logiques. En réalité, l'argent est une énergie purement émotionnelle. Si nous étions des êtres logiques, personne ne s'endetterait à des taux exorbitants pour acheter des biens de consommation dépréciables, et tout le monde épargnerait méthodiquement pour sa retraite. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que chaque décision d'achat, de vente ou d'investissement est précédée d'une impulsion émotionnelle, souvent dictée par nos besoins humains fondamentaux de sécurité, de statut ou d'appartenance. La peur est sans doute l'émotion la plus puissante dans l'équation financière. La peur de manquer, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, pousse des millions de gens à investir dans des bulles spéculatives au pire moment, juste parce que tout le monde le fait. À l'opposé, la peur de perdre paralyse l'action. En psychologie comportementale, Daniel Kahneman a démontré le concept d'aversion à la perte. La douleur de perdre 100 € est psychologiquement 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Cette asymétrie émotionnelle nous maintient dans la médiocrité financière. Nous préférons ne pas jouer pour ne pas perdre, plutôt que de jouer pour gagner. Votre cerveau reptilien, dont la mission unique est votre survie, perçoit la perte financière comme une menace vitale, déclenchant les mêmes hormones de stress que si vous étiez poursuivi par un prédateur. Il y a aussi la peur de réussir, souvent plus insidieuse que la peur de l'échec. Réussir financièrement implique un changement, une sortie de l'anonymat et potentiellement le jugement des autres ou la jalousie. Si, dans votre subconscient, la richesse est associée à l'isolement, il est riche mais seul, vous saboterez inconsciemment toutes vos tentatives d'enrichissement. Vous oublierez de payer une facture importante, vous procrastinerez sur un projet lucratif, ou vous dépenserez une rentrée d'argent inattendue en futilité. C'est votre thermostat émotionnel qui s'active pour vous ramener à un niveau de richesse où vous vous sentez en sécurité émotionnelle, même si ce niveau est bas. L'argent est également utilisé comme un anesthésiant émotionnel. C'est ce qu'on appelle la thérapie par le shopping. Lorsque nous nous sentons tristes, seuls ou non valorisés, dépenser procure une décharge immédiate de dopamine, l'hormone du plaisir. Acheter quelque chose de nouveau nous donne une sensation temporaire de contrôle et de nouveauté. Cependant, cette euphorie est éphémère et est souvent suivie de culpabilité, créant un cycle toxique. On se sent mal, on dépense pour se sentir mieux, on culpabilise d'avoir dépensé, on se sent mal à nouveau et on recommence. Ici, la logique mathématique n'a aucune prise. C'est une tentative maladroite de combler un vide émotionnel avec des biens matériels. De plus, nos émotions financières sont souvent des mécanismes de défense hérités de traumatismes passés. Si vous avez vécu une période de grande précarité, votre cerveau peut avoir encodé que l'argent est la seule sécurité. Cela peut conduire à de l'avarice où l'accumulation devient compulsive, non pas pour profiter de la vie, mais pour calmer une anxiété existentielle chronique. Pour cette personne, voir le chiffre sur le compte en banque baisser, même pour une dépense nécessaire ou agréable, provoque une véritable douleur physique. À l'inverse, une personne ayant souffert d'un contrôle financier strict peut utiliser l'argent comme un outil de rébellion, dépensant de manière chaotique pour prouver qu'elle est enfin libre. La volatilité des marchés boursiers est en essence la représentation graphique de la psychologie des foules. Les cycles d'expansion et de récession
ne sont que le reflet de l'avidité et de la panique humaine à grande échelle. Comprendre que l'argent est émotionnel vous donne un avantage stratégique immense. Cela vous permet de prendre du recul. Lorsque vous ressentez l'urgence d'acheter ou de vendre, vous pouvez vous poser la question: quelle émotion est aux commandes en ce moment? Est-ce la peur, l'envie, la colère? Cette simple pause crée un espace entre le stimulus et la réponse, permettant à votre cortex préfrontal, le siège de la logique, de reprendre le contrôle sur votre système limbique impulsif. La maîtrise financière n'est donc pas tant une question de maîtrise des chiffres que de maîtrise de soi. C'est la capacité à observer ses émotions sans être dirigé par elles. C'est apprendre à dissocier votre valeur nette de votre valeur humaine. Tant que votre estime de soi fluctuera en fonction de votre solde bancaire, vous serez sur des montagnes russes émotionnelles perpétuelles. La véritable liberté financière arrive lorsque vous pouvez gérer votre argent avec neutralité et sérénité, en utilisant la logique pour les stratégies et les émotions pour profiter des fruits de votre travail, et non l'inverse. Leçon 3. Votre environnement façonne vos standards. L'être humain est un animal social, conçu pour s'adapter et imiter son environnement immédiat afin de garantir sa survie au sein du groupe. Cette réalité biologique a des conséquences directes et puissantes sur vos finances. Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ce n'est pas seulement une jolie phrase de développement personnel, c'est une réalité sociologique. Vos standards, c'est-à-dire ce que vous considérez comme normal, acceptable ou possible, sont entièrement calibrés sur ce que vous observez autour de vous au quotidien. Imaginez que vous grandissiez dans un environnement où tout le monde vit de chèque de paie en chèque de paie, où le crédit à la consommation est la norme pour acheter une télévision, et où l'investissement est considéré comme un jeu de hasard réservé aux élites. Dans ce contexte, il est presque impossible pour votre cerveau d'envisager une autre réalité. Vous ne pouvez pas désirer ce que vous ne connaissez pas ou ce que vous ne comprenez pas. L'absence de modèle de réussite financière crée un plafond de verre invisible. Vous ne visez pas l'indépendance financière parce que ce concept n'existe tout simplement pas dans votre lexique environnemental. Ce phénomène est lié aux neurones miroirs de notre cerveau, qui nous poussent à copier les comportements, le langage et les attitudes de ceux qui nous entourent. Si vos amis passent leur week-end à dépenser de l'argent dans des loisirs coûteux sans se soucier de l'avenir, vous finirez par faire de même pour maintenir le lien social. C'est la pression de conformité. S'écarter du comportement du groupe demande une énergie mentale considérable et expose au risque de rejet. Ainsi, beaucoup de gens restent pauvres, non pas par manque de talent, mais parce que leur environnement normalise la pauvreté et stigmatise l'ambition ou la différence. L'environnement agit comme un thermostat financier. Si vous commencez à gagner plus d'argent que votre cercle proche, vous allez inconsciemment ressentir un malaise. Vous pourriez vous sentir coupable ou craindre que vos amis ne vous jugent ou ne vous envient. Pour rétablir l'équilibre thermique et social, vous pourriez inconsciemment saboter votre succès pour redescendre au niveau de vos pairs. C'est pourquoi il est si difficile de s'extraire de sa classe sociale d'origine. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de gravité sociale. Votre environnement exerce une force d'attraction constante vers la moyenne du groupe. Cependant, cette influence fonctionne dans les deux sens, et c'est là que réside votre pouvoir. Si vous changez délibérément votre environnement, vous changez vos standards. En fréquentant des personnes qui investissent, qui parlent d'actifs, de création de valeur et de projets à long terme, votre définition de la normalité change. Ce qui semblait impossible, comme devenir millionnaire, devient soudainement plausible puis probable, car vous avez des preuves vivantes sous les yeux. Vous commencez à absorber par osmose de nouvelles habitudes, un nouveau vocabulaire et une nouvelle tolérance au risque. L'émulation positive remplace la stagnation confortable. Il est important de noter que changer d'environnement ne signifie pas nécessairement abandonner vos vieux amis ou votre famille, mais cela signifie diluer leur influence sur vos décisions financières. À l'ère numérique, votre environnement n'est pas limité à votre géographie physique.
Vous pouvez choisir vos mentors via des livres, des podcasts, des vidéos ou des conférences. Vous pouvez passer 2 heures par jour en compagnie des plus grands investisseurs du monde grâce à leur contenu. En saturant votre esprit de ces nouvelles normes, vous créez un environnement virtuel qui contrebalance les limitations de votre environnement physique actuel. Prendre conscience de l'impact de votre environnement vous oblige à faire un audit de vos relations. Qui autour de vous élève vos standards? Qui nourrit vos peurs? Qui encourage vos ambitions? C'est un processus parfois douloureux, car il demande de mettre des frontières. Mais pour changer votre destin financier, vous devez protéger votre esprit des influences limitantes comme vous protégeriez votre corps d'un virus. En vous plaçant dans des environnements où la réussite est la norme, vous utilisez la puissance du conformisme social à votre avantage. Au lieu d'être tiré vers le bas, vous êtes aspiré vers le haut par la dynamique du groupe. Leçon 4. L'identité détermine les revenus. Il existe une loi universelle en psychologie de la performance. Vous ne pouvez jamais, sur le long terme, agir de manière incohérente avec la façon dont vous vous définissez vous-même. Votre identité est le socle sur lequel repose toute votre vie, y compris votre vie financière. Beaucoup de gens travaillent dur sur le faire, travailler plus, économiser plus, investir plus, sans jamais travailler sur le être. C'est une erreur fondamentale. Si votre identité interne est celle d'une personne qui galère, aucune somme d'argent ne pourra changer cela durablement. Même si vous gagnez de l'argent, vous trouverez un moyen de le perdre pour revenir en cohérence avec votre image de soi. L'image de soi agit comme un cybermécanisme de régulation. Imaginez que vous vous voyez comme quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. C'est votre zone de confort identitaire. Si, par un coup de chance ou une opportunité, vous gagnez 10 000 € un mois donné, votre alarme interne va se déclencher. Votre subconscient va crier « Ceci n'est pas moi ». Pour résoudre cette dissonance cognitive, vous allez inconsciemment créer des situations pour évacuer cet excédent d'argent. Réparation imprévue, achat compulsif, mauvais investissement, jusqu'à ce que vous reveniez à votre seuil de 2000 €. Vous ne gagnez pas ce que vous voulez, vous gagnez ce que vous croyez valoir. Cette notion de mérite est centrale. Beaucoup de blocages financiers proviennent d'un sentiment profond d'indignité. Le syndrome de l'imposteur est un fléau financier. Si vous ne pensez pas mériter l'abondance, vous ne demanderez pas l'augmentation, vous ne facturerez pas le juste prix pour vos services et vous laisserez passer les opportunités en or, convaincu qu'elles sont destinées à d'autres, plus intelligents ou plus capables. Votre réalité financière est le miroir exact de votre estime de vous. Un compte en banque vide est souvent le reflet d'une estime de soi en déficit. Changer ses revenus exige donc une véritable métamorphose identitaire. Il faut passer du paradigme « je le croirai quand je le verrai » au paradigme « je le verrai quand je le croirai ». Vous devez commencer à vous identifier comme une personne prospère avant même que l'argent n'arrive. Cela signifie adopter les habitudes, la posture, le langage et la discipline d'une personne riche alors que vous êtes encore fauché. C'est le principe du « be do have », être faire avoir. La plupart des gens attendent d'avoir de l'argent pour faire des choses de riches et enfin être heureux. En réalité, vous devez être la personne capable de générer de la richesse, faire les actions nécessaires et alors vous aurez le résultat. Ce changement d'identité nécessite de surveiller votre dialogue intérieur. Comment vous parlez-vous à vous-même concernant l'argent? Dites-vous « je suis toujours fauché »,« je suis nul avec les chiffres »,« je ne serai jamais riche ». Chaque fois que vous utilisez les mots « je suis » suivi d'une limitation, vous gravez cette limitation dans votre identité. Vous devez activement reformuler ces affirmations. « Je suis en train d'apprendre à gérer l'argent. Je suis un créateur de valeur. Je deviens chaque jour plus intelligent financièrement. » Les mots sont des prophéties autoréalisatrices qui sculptent votre identité. Il est aussi crucial de comprendre que votre identité actuelle a été construite pour vous protéger. Peut-être que votre identité de victime du système vous protège de la peur de prendre la responsabilité de votre vie. Peut-être que votre identité de pauvre mais honnête vous donne une supériorité morale.
Renoncer à ces vieilles identités est effrayant car cela signifie perdre les bénéfices secondaires qu'elles procurent. Mais c'est le prix à payer pour l'évolution. Vous devez tuer l'ancienne version de vous-même pour laisser naître la version capable de gérer la richesse que vous désirez. Finalement, l'argent n'est qu'un amplificateur de ce que vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent vous permettra de donner plus. Si vous êtes anxieux, l'argent vous rendra plus paranoïaque. Travailler sur votre identité, c'est s'assurer que lorsque l'abondance arrivera, vous aurez la structure mentale et émotionnelle solide pour la soutenir, la gérer et l'utiliser sagement. C'est devenir un conteneur plus grand et plus robuste, capable de recevoir plus sans se briser. Leçon 5. La décision consciente change le destin. La majorité de la population vit sa vie financière en mode pilote automatique, somnambule dans un rêve éveillé dicté par les habitudes, les publicités et les attentes sociales. La dérive est la force par défaut. Si vous ne faites rien, si vous ne prenez aucune décision, vous serez emporté par le courant de la médiocrité, de l'inflation et de la dépendance au système. Le moment le plus puissant de votre vie financière est celui où vous vous réveillez, où vous réalisez que votre situation actuelle n'est pas une fatalité, mais le résultat cumulé de choix passés et que vous avez le pouvoir absolu de faire de nouveaux choix. La décision consciente est l'acte de rupture avec le passé. C'est le moment où la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur de changer. Beaucoup de gens confondent souhaiter et décider. Souhaiter être riche est passif, c'est espérer un miracle extérieur, comme gagner au loto. Décider d'être riche est actif, c'est un engagement irrévocable envers soi-même. Le mot « décider » vient du latin « decidere », qui signifie « couper ». Une vraie décision implique de couper toutes les autres options. Ce n'est plus « j'aimerais bien être libre financièrement », c'est « je vais le devenir », peu importe le temps et les efforts que cela prendra. Ce pouvoir de décision se manifeste par la reprise en main de votre éducation. Le système scolaire nous apprend à être de bons employés, pas de bons investisseurs. Prendre la décision consciente, c'est accepter que personne ne viendra vous sauver, ni l'État, ni un patron, ni un conjoint. C'est décider de devenir son propre ministre des Finances. Cela commence par l'humilité d'admettre ce que l'on ne sait pas et la curiosité d'apprendre. Lire un livre sur l'investissement, suivre une formation, établir un budget pour la première fois, ce sont des actes de rébellion contre l'ignorance imposée. La décision consciente implique aussi de passer de la gratification immédiate à la vision à long terme. C'est la capacité humaine unique de se projeter dans le futur et d'agir aujourd'hui pour un soi de demain que l'on ne connaît pas encore. C'est choisir de ne pas acheter la dernière voiture à la mode aujourd'hui pour pouvoir acheter sa liberté dans 10 ans. C'est un acte d'amour envers votre futur. Chaque euro investi est un soldat que vous envoyez au combat pour votre liberté. Cette discipline n'est pas une privation, c'est une stratégie. C'est comprendre que le véritable plaisir ne réside pas dans la consommation effrénée, mais dans la sécurité et les options que l'argent peut offrir. En outre, cette prise de conscience vous permet de briser les chaînes transgénérationnelles. En décidant de changer votre rapport à l'argent, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez la trajectoire de toute votre lignée. Vous arrêtez de transmettre les virus mentaux de la pénurie à vos enfants. Vous devenez le chain breaker, celui qui a dit « ça s'arrête avec moi ». C'est une responsabilité immense mais incroyablement motivante. Votre réussite devient un devoir, non pas pour l'ego, mais pour l'exemple et l'héritage, immatériel autant que matériel, que vous laisserez. La magie de la décision consciente réside dans l'effet cumulé. Au début, les changements semblent invisibles. Épargner 10% de son revenu ou lire 10 pages par jour ne semble pas changer grand-chose sur le moment. Mais avec le temps, ces petites décisions conscientes, maintenues avec constance, créent une courbe exponentielle. C'est la différence entre une eau à 99 degrés et une eau à 100 degrés. Un seul degré de différence crée la vapeur qui peut faire avancer une locomotive. Votre décision consciente est ce degré supplémentaire qui transforme le potentiel latent en puissance cinétique.
En conclusion, votre passé détermine votre point de départ, mais il ne détermine pas votre point d'arrivée. Vous n'êtes pas vos erreurs passées, vous n'êtes pas votre dette, vous n'êtes pas l'histoire de vos parents. À tout moment, vous avez le pouvoir de dire « c'est ici que l'ancienne histoire se termine et que la nouvelle commence ». La liberté financière n'est pas un don du ciel, c'est une conquête de l'esprit qui se matérialise ensuite dans la réalité. Tout commence par cette étincelle de conscience, cette décision ferme et inébranlable de prendre les rênes de votre destin économique. Votre destin financier n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conditionnement et de décision. Comme l'enseigne Tony Robbins, le moment où vous prenez le contrôle de votre psychologie est le moment où vous prenez le contrôle de votre richesse. Alors posez-vous cette question. Allez-vous laisser votre passé écrire votre futur? Ou allez-vous reprendre le stylo aujourd'hui? Votre transformation commence maintenant.